Voilà, je vais recommencer. Je continue quoi. Oppression masque de clown. Je suis toujours sur le chapitre 3, à la page 38. Alors voilà. Si on détache une chose d'une autre, rien n'a de sens en soi. C'est en recréant l'ensemble que l'on peut comprendre tel ou tel détail et particularité existant ou ayant existé dans cet ensemble. Mon père est maigre, il n'a pas la force physique. Il passera sa vie à jouer le rôle du super-héros. Son surnom, Balesco, ayant une super morale et à laquelle tous doivent se plier et en premier lieu sa famille. Lui a été donné par ses camarades de travail et autres, vu ses traits de caractère. Si mon père joue le rôle du héros, ma mère joue celui de la victime. À partir de cela, tous les rapports et échanges dans et autour du couple se constituent. C'est tellement facile et tellement difficile d'aimer. Toujours dans leur rôle, ils se réfèrent tous deux à la notion de bien et de mal. Je comprendrai bien des années après que c'est à partir de ces deux notions qu'ont été commis tous les crimes de l'histoire. Quelle que soit la forme que cela prend, l'homme doit avoir la certitude qu'il est quelque chose. Ceci le conduit parfois à commettre des folies. Mon père a le sentiment qu'il ne peut faire confiance aux autres. Il dit souvent, ne t'associe jamais avec personne, même avec ton père. Il a ce rêve de créer une société familiale où il serait le patron et où tous, en bon patriarche, lui devraient son ascension. Par la phrase « ne t'associe jamais avec personne », cela lui permettrait qu'en cas de réussite, nul ne discute jamais sa position de patron. Nous avons des boules en bois. L'été, enfants et parents, nous jouons dans la cour à la lumière des réverbères de la rue. Les plantes, parfois, jouent avec nous, que ce soit Lulu ou son père. À moins de 50 mètres de notre cour, en allant en direction du village, se trouve une autre entrée de cour, sans portail, il me semble, ou peut-être est-il toujours ouvert. Sur la droite, en entrant, un stock de fagots. Au bout, une maison pisée. À l'étage, monsieur et madame Couder et leur enfant. Madame Couder s'occupe du foyer. Monsieur Couder travaille comme carrossier à Lyon chez Renault. Ils ont 2 enfants. Jean-Claude, l'aîné, qui a mon âge, et Serge, qui a 2 ans de moins. Un jour où je m'amuse avec les 2 frères, je suis sur les fagots. Saute! Rencontre sur mon passage le fil de l'étendage qui m'étranglera. Je suis resté un moment à la respiration coupée, puis tout rentrera dans l'ordre. Nous ne sommes plaints à personne. Au rez-de-chaussée habitent monsieur et madame, si mes souvenirs sont exacts, Guillermin. Elle est la sœur de madame Couder, je crois. À une époque, le couple déménage pour habiter un tout petit peu plus loin. On prend la direction de Bron, en passant devant le 65 Grande Rue. Après le carrefour qui suit, on arrive dans la rue de l'aéroport. À 400 mètres du carrefour, ils ont fait construire un pavillon. Ils possèdent des vies où il m'arrivera de participer aux vendanges. Le dos tire un peu, mais l'ambiance est agréable. Et puis ce jour-là, je suis invité à manger à leur table. Alors là, ne pas oublier les nécessités des productions avec l'installation de certains rapports sociaux et culturels liés à ces productions. Si l'on oublie cela, on ne comprendra jamais rien à la vie des hommes, que ce soit au niveau de l'histoire ou du quotidien. De là découlent non seulement les rapports sociaux apparents,
mais également les structures mentales qui y sont liées. Chaque société engendre ses formes de normalité et ses formes de folie. Dans la cour du 65 André habite le propriétaire, M. Plâtre, et son fils Lulu, qui a bien la trentaine. À la période à la période des foins, je vais dans les champs. Je vais dans les champs avec lui pour y participer. Présent la journée avec eux, les deux sœurs de M. Plâtre, qui sont toutes les deux restées célibataires et ont déjà un certain âge. Le soir, elles traversent la rue pour aller loger dans leur propriété qui se trouvait une très belle maison. Là se trouvent également des cerisiers et de ces cerises, nous ne sommes pas autorisés à en cueillir, car elles sont d'une qualité qui permet qu'elles soient vendues sur pied à M. Solaire, épicier à la gare, qui fait avec son camion des tournées. Il vient régulièrement devant chez nous. C'est du troc en échange de l'épicerie des Plâtres. M. Solaire cueille les cerises qu'il vend dans son camion ou dans son épicerie se trouvant à la gare. Les demoiselles Plâtre, une s'appelle Louison, l'autre Eugénie, ne reçoivent pratiquement jamais dans cette propriété pour la simple raison qu'elles n'y sont que pour dormir. Il m'arrive une fois de m'y rendre avec ma mère qui venait y boire le café quand elle était invitée. Nous les voyons tous les jours quand nous allons chercher notre lait dans l'habitation mitoyenne à la nôtre. Dès que ma mère a un temps libre, elle va chez les Plâtre pour discuter. Là, il y a de la lecture intéressante, détective, qui relate tous les crimes ayant été commis ainsi que la vie des gens concernés avec un luxe de détails. Tout ce qui est ici Paris, France Dimanche, c'est de la bonne littérature féminine. Avec ça, on est sûr d'avoir une excellente information. Mon père, lui, achète la semaine Le Progrès et le dimanche, l'Humanité Dimanche, vendu par un enseignant de technologie du centre d'apprentissage et ISA Saint-Priest, qui se trouve de l'autre côté de la route d'Eyrieux, quand on l'a franchi en venant de l'allée des Platanes et en se dirigeant dans la direction de Fézin. Petite route qui m'arrivera de prendre assez souvent en vélo pour aller me baigner à la gravière de Fézin. C'est par cette route que l'on arrive à la Bégude. D'abord une grande descente, puis une grande montée, selon le sens où elle est prise. Tous les 15 jours, je crois, espace entre deux parutions, Franz-Urs. Pour mon père, Franz-Urs est égal, je pense bien supérieur à la Bible ou le Coran pour un religieux. Quels qu'en sont le thème, si je lui parle de telle invention découverte venant d'être réalisée, sa conclusion est constante. Cela fait longtemps que les Russes l'ont découvert. Il a une croyance religieuse dans la supériorité intellectuelle, sociale et économique de l'Union soviétique sur le reste du monde. Mon père est tellement sûr des vérités qu'il nous dispense qu'il ne peut y avoir d'aucune forme d'interprétation ni dans un sens ni dans un autre de sa parole. Mais comme il aime défendre des idées, il m'en donnera le goût. Un jour, je défendrai des idées, ce qui lui sera parfaitement insupportable, bien que je m'appuie totalement sur les bases qu'il m'a enseignées. À noter que Jean-Paul Sartre fut le directeur de la revue Franz-Urs. Les vérités sont tellement faciles à émettre. Celui qui veut créer une harmonie autour de lui par une vérité d'où naîtrait le bonheur universel, qui ne s'étonne pas que l'interlocuteur veut lui apporter sa pierre à l'édifice. C'est justement à ce moment-là que tout se casse la gueule. Pour défendre le bonheur de tous, il est indispensable d'être seul. Les autres ayant toujours échoué dans cette entreprise.
Je n'écris pas cela pour faire un effet littéraire ou dire un mot. Ceci s'inscrit dans l'histoire d'une manière fondamentale, quels que soient les dictateurs et les tyrans ayant existé. Tous s'appuient sur le principe de l'harmonie qu'un groupe doit défendre contre le monde entier sous la direction de leur guide. Un jour, pourquoi? Des pierres sont tirées de la maison des Vorst dans ma direction. Je suis dans le champ des plâtres avec Serge Couder. Je suis équipé d'un arc et des flèches. Je grince à un morisier, je demande à Serge de me passer l'arc et les flèches. Mon secret espoir est qu'une fois en position, Gérard se ramène et que l'on puisse rentrer dans une vrai affrontement indien visage pâle. Je suis toujours indien. Quoi qu'on en dise, l'arc de l'Indien est bien plus efficace que les pistolets à mort du visage pâle. C'est pour cela que les enfants aiment tant les Indiens. Le problème de l'Indien se trouvant dans le morisier, c'est que le morisier a de toutes petites branches. J'ai mon arc dans une main, les flèches dans l'autre. J'essaye de trouver une position favorable. La branche où reposent mes pieds casse. C'est la descente en chute libre. Je suis étendu au sol, complètement dans le brouillard. Je pars, sans doute à Serge. J'entends crier, c'est obligatoirement ma mère. Je regarde, dans ce brouillard, je la vois. Elle se trouve avec Serge à l'entrée du champ quand on passe par le chemin devant les Pidous. Je vais me lever. À ras de l'endroit où j'ai atterri, un petit arbre a été coupé. Si j'étais tombé sur ce pieu sortant du sol, je ne l'aurais sans doute jamais raconté. Je me lève doucement, j'essaye de ne rien laisser paraître, jamais apparaître un état quelconque de faiblesse et la base de l'éducation de mon père. Peut-être aussi ai-je peur de l'interprétation que pourra en faire ma mère. C'est l'interprétation autant de mon père que de ma mère que je redoute, qu'il ne m'emmerde pas. Entre l'affrontement et le jeu de l'affrontement qui s'installe entre les enfants, on sait distinguer le niveau de jeu et le niveau plus profond et plus dur qu'il peut exister. Il en est des rapports entre les enfants comme il en est des rapports entre adultes. Chacun tente d'installer son pouvoir et ses bords. Ces choses-là peuvent toujours dégénérer. Se voilà encore comment les choses démarrent. Allez. Bon, allez, je vais arrêter à ce niveau-là et je reprendrai. Alors donc je m'arrête à la page 42. Allez, nous arriverons à la suite plus tard. Voilà.